de DSP, ce qu'on appelle délégation de service public, avec un transfert d'office des agents sans qu'ils aient leur mot à dire. Donc j'ai fait une compilation des meilleurs moments, entre parenthèses, de l'Assemblée nationale. Donc ça correspond à 6 heures de vision de séance, aussi bien de jour que de nuit. Et vous verrez comme moi que on tourne un petit peu en rond sur certains points très essentiels que je vais développer. Ensuite, vous écouterez cette compilation. Je n'ai vu qu'un seul député aller dans notre sens au niveau d'une question qui était pertinente. Et par exemple, moi j'ai des questions et des interrogations aujourd'hui on ne peut pas répondre. Par exemple, voilà, ok, un agent va être transféré d'office et je pose la question par exemple de l'article 111 qui est par exemple le fait de toucher un semblant 13e mois, enfin ça dépend comment on l'appelle. Je serai dans le privé, est-ce que je bénéficie toujours de mon article 111? Je ne sais pas. Seconde question, dans le privé comme dans le public, nous avons des entretiens professionnels. Nous, dans la fonction publique, nos entretiens professionnels ont des conséquences sur notre RIFSET. Est-ce que je serai dans le privé? Est-ce que mon RIFSET va continuer à être versé? Ce qu'on appelle le régime indemnitaire. Personne n'en parle. Au même titre que je me pose la question, vous allez être donc détaché d'office dans une entreprise privée, qui va payer les cotisations CNRACL? Aujourd'hui, c'est des interrogations, personne ne peut répondre. Même attention particulière, j'ai cru entendre la rapporteure en parler, le lieu d'affectation. Donc vous êtes détaché dans votre ville, qui vous dit que demain, le lieu d'affectation peut être aussi vous dire bah, madame, j'ai besoin de vous, mais à 20 km de là, puisque vous ne dépendez plus de la collectivité. Et puis, une question a été posée sur le déroulement de carrière. Alors, je vais être être le plus clair possible. Je suis agent technique principal de deuxième classe. Je suis détaché dans le privé. On nous dit qu'on garantit notre déroulement de carrière. La commune, d'un seul coup, veut vous nommer adjoint technique principal de première classe. Dans quelle mesure le prestataire privé, et donc un député le souligne, va-t-il être obligé de payer cette augmentation? Donc je veux bien qu'on nous fasse croire que tout va être beau, tout va être magnifique, mais j'ai quand même beaucoup de mal. Je regarde ma petite liste. Et puis oui, une des dernières questions que je me pose, c'est quand même quelque chose. Les DSP, c'est pas d'aujourd'hui que je les vois et que j'en entends. Mais posons-nous cette question-là. Un délégataire va arriver, donc que ce soit pour une crèche, comme on a entendu pour un EHPAD, ça peut être aussi pour une cuisine, ça peut être aussi pour un centre de loisirs. Et puis ce prestataire va arriver et va dire, bah voilà, je reprends votre service, le personnel. Et moi, je pose la question, il paye quoi, le prestataire? Parce que les locaux ont été payés avec des fonds publics de la ville. Donc il s'installe dans des locaux, il va les entretenir, ça n'a pas de souci. Mais au niveau investissement du prestataire, c'est tout bénef pour lui. Je serais quand même d'avis que le prestataire, soit il rachète les locaux et ça coûte ce que ça coûte, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on lui fasse un cadeau par des finances publiques, ou qu'il y ait un loyer, mais un vrai loyer, pas quelque chose qui ressemble à un semblant d'aumône. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est assez inquiétant quand même, hein. Les délégations, je le vois, on le voit pour les piscines. Alors les piscines, les villes construisent des piscines, et puis on vous dit, bah, il y aura un délégataire qui va la reprendre, puis il y aura juste l'entretien. Mais au niveau investissement, il n'y a rien de la part d'un délégataire. Et là, on est la même problématique. On vous dit que les crèches peuvent être déléguées au privé. Oui, le délégataire vient, construction de la crèche, ça ne me coûte rien. J'ai juste à reprendre la délégation, je reprends le personnel, je mets les tarifs que je veux et là, ça va être prestation assez chère. Mais de l'autre côté, investissement du prestataire, que dalle. Donc j'aimerais bien quand même que sur ce point de rachat ou de loyer, quelqu'un en parle. Ça, c'est un problème au niveau ville, mais c'est quand même notre argent dans nos vies qui a permis de construire ces bâtiments. Maintenant, concernant les fonctionnaires, les points que j'ai soulevés, que ce soit l'article 111, que ce soit les cotisations CNRACL, que ce soit le régime indemnitaire par rapport à l'entretien professionnel par rapport au RIFSET, que ce soit le déroulement de carrière, que ce soit le lieu d'affectation, ça c'est pas rien non plus. C'est beaucoup d'interrogations et au vu des débats, vous verrez, il y a très peu de réponses à ces questions. Voilà, voilà. Tout ce qui vient d'être dit qui est extrêmement juste. Je voudrais pas quand même qu'on laisse passer comme ça le message de notre collègue Wisniewski disant finalement on focalise sur l'alinéa 11, sur les CTS, mais globalement c'est quand même super génial le détachement d'office. C'est quand même
finalement, les CTS, c'est l'exemple, c'est l'illustration parfaite que c'est n'importe quoi dans l'absolu. Pas juste dans ce cas de figure-là. C'est un bon exemple pour illustrer en fait le dispositif. Parce qu'au fond, qu'est-ce que ça change le détachement d'office? Pour un employeur qui veut externaliser quelque chose, qui veut privatiser, il se dit comme je peux le faire d'office, je n'ai pas besoin d'anticiper que les personnes refusent ou qu'elles veuillent revenir plus tard. J'ai juste à décider que j'externalise et hop, je les transfère. Alors que quand vous n'avez pas le détachement d'office, quand vous êtes obligé, par le biais du statut, de garder les gens, vous êtes obligé d'engager une discussion avec eux, savoir s'ils veulent aller dans le futur service privatisé, s'ils veulent changer d'orientation, s'il faut les accompagner. Et donc oui, c'est une brutalité en termes de ressources humaines que ce détachement d'office. Oui, c'est une brutalité. Alors peut-être que dans 90%, 90% des cas, ça se passera bien, mais c'est toujours pareil, c'est les 10% du temps restant. En termes de considération de l'agent et de la personne, je vous ai déjà donné l'exemple hier, quelqu'un qui est détaché dans son propre restaurant scolaire qui passe sous statut privé. Le nouveau management ne lui convient pas. C'est possible, parce que la notion du privé n'est pas la même que celle du public. Ce n'est pas exactement la même chose, il y en a un qui veut faire un peu de profit quand même. Ça ne lui convient pas. Il fait valoir son droit à revenir dans son administration, son poste n'existe plus. Et c'est donc en catastrophe qu'on doit le récupérer. Alors quoi, on va lui dire quoi? Bah écoutez, allez au centre de gestion, on verra plus tard, on vous trouvera un poste quand on aura bien trouvé. Et bien sûr, là, on revient sur ce que je vous ai dit également hier, sur la rupture conventionnelle. C'est ça que vous allez lui proposer à la fin pour le virer. Voilà. Eh bien, nous ne voulons pas de cette violence-là. Nous ne voulons pas de cette mécanique-là. De l'intégralité de l'article 28, pas seulement l'alinéa 11, qui en est la pire illustration. M'étonne que, messieurs, à droite, vous ne nous parliez pas plus des collectivités locales. Parce que ces collectivités, elles attendent cet article, elles attendent cette possibilité, dans le cadre d'une délégation de service public, de pouvoir à la fois détacher d'office effectivement des personnels, mais aussi de garantir leur avenir, en quelque sorte, par une possibilité de retour. Et moi, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on ne parle que des agents de CTS et qu'on ne parle pas, par exemple, des personnels de crèche, qui peuvent tout aussi bien être concernés par ce type de cas, et qu'il est important aussi de pouvoir les protéger, de pouvoir se dire qu'à tout moment, une collectivité peut les détacher d'office, mais que si le contrat s'arrête, elles peuvent choisir de partir avec une indemnité volontaire ou même d'être réintégrées. Donc, moi, je crois que c'est important de rappeler les conditions qui sont aujourd'hui garanties par le gouvernement, qui sont maximales d'après moi. En tout cas... Monsieur Mathiazan. Monsieur le ministre, merci Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Madame le rapporteur. Vous venez répondre à la question sur les mutations, les détachements d'office des fonctionnaires à partir du moment où un service public sera confié au privé. Vous dites qu'ils garderont leur possibilité de poursuite, en tout cas de leur carrière. C'est-à-dire qu'ils verraient leur carrière suivie. Mais je voudrais savoir comment vous allez faire pour obliger une entreprise privée à payer le suivi, les sommes, enfin le surcoût ou le coût qu'entraînerait la carrière du fonctionnaire. Il me semble que là, il y a une contradiction, puisque vous ne pouvez pas imposer au privé de payer le surcoût qu'entraînerait la carrière, le développement de la carrière d'un fonctionnaire en position de détachement d'office dans une entreprise publique. Oui, merci Monsieur le Président. Vous savez, quand on a ouvert le débat sur cette loi en commission, le hasard du calendrier faisait que s'ouvrait le procès de France Télécom. Et quoi qu'on en dise, on ne peut pas ne pas faire la relation, dans la mesure où c'est exactement ce qui s'est passé à France Télécom. C'est-à-dire le caractère obligatoire de transfert d'agents publics vers une structure privée qui ont ensuite subi des méthodes de management. Ça, ce n'était pas obligatoire, mais ça peut arriver. La preuve par France Télécom, des méthodes de management qui ont conduit à des drames et notamment à des vagues de suicides. Et donc, par cet amendement de repli,
Nous proposons, à l'instar de ce qu'a présenté M. Molac à l'instant, c'est que le détachement ne soit pas automatique et qu'il puisse se faire qu'à la demande du fonctionnaire. En effet, il n'est pas acceptable, de notre point de vue, qu'une privatisation de structures publiques entraîne la perte par le détachement d'office du statut de fonctionnaire. Et donc, nous pensons que le fonctionnaire doit avoir la possibilité de refuser d'être détaché auprès d'une personne morale de droit privé en cas d'externalisation de son emploi. Donc cet amendement vise à empêcher que se renouvelle demain une situation comme on a connu à France Télécom. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement. Vous avez indiqué que les employeurs publics étaient demandeurs. Alors, ne généralisons pas, pardon. Moi, je suis élue dans une collectivité. Le maire de cette collectivité ne demande absolument pas ce dispositif, absolument pas. Alors, Monsieur Juanico et Madame Buffet ont démontré très précisément le risque pour les CTS. Mais effectivement, le risque, il n'est pas que pour les CTS. Moi, je vais vous prendre un autre exemple dans la santé. J'ai un EHPAD hospitalier. Il se trouve, comme par hasard, qu'on envisage de vendre cet EHPAD hospitalier au privé. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer pour les ASH? Que va-t-il se passer pour les aides-soignantes? Elles l'ont bien compris. Elles l'ont bien compris. Donc cet article, il est dangereux. Il est dangereux pour tout un pan des 3 fonctions publiques. Donc moi, j'invite mes collègues à bien réfléchir dans le vote de cet article qui risque, je vous le dis, de mettre le feu aux poudres dans de nombreux services publics et notamment hospitaliers. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à supprimer la règle du préavis de 3 mois. En effet, des fonctionnaires qui ne souhaiteraient pas accepter leur détachement d'office seraient contraints de passer quand même 3 mois dans le service externalisé, ce qui me semble être à la fois une perte de temps pour eux et pour l'organe qui les accueillerait. Donc voilà, je propose de supprimer cette règle du préavis. Je vous remercie. Merci. Votre avis, Madame la rapporteure? Merci, Monsieur le Président. La Commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, mais à titre personnel, il me semble que les délais de préavis sont toujours intéressants pour le bon fonctionnement et la prévisibilité de la destinée au mois après mois des fonctionnaires. Donc à titre personnel, c'est un avis favorable. Monsieur le Ministre. Favorable. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable à titre personnel de la rapporteure, un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Sur cet amendement, une petite précision qui m'a l'air très importante, c'est que la règle des 3 mois de préavis, au vu de ce qui a été voté à l'Assemblée nationale, alors on a bien entendu à titre personnel, un avis favorable du rapporteur et ensuite un avis favorable du gouvernement. Ce qui voudrait dire que, c'est ce que je commence à bien décrypter, c'est que lorsque les agents, il y aura bien la mise en place d'une délégation de service public obligatoire, que dans le premier temps, il fallait attendre 3 mois pour faire une demande pour revenir sur sa ville. Et comme le dit à juste titre la députée, pourquoi attendre 3 mois si l'agent ne veut pas y rester? Donc, si le texte final nous fait bien valoir que lorsqu'il y aura une délégation de service public obligatoire, que les agents seront transférés, je suis transféré le lundi, le mardi, je fais un courrier pour demander à revenir, rapidement dans ma commune, avec tout ce que ça peut enclencher, mais au moins, ce point de préavis, s'il est vraiment acté dans la loi, ça sera une parade pour justement réintégrer sa commune le plus rapidement possible, même si c'est en surnombre. Ça fera l'objet de d'autres discussions et de d'autres vidéos. La rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Externaliser est un choix. C'est un choix politique. Ce n'est pas la loi qui va le décider, ce n'est pas cette loi qui le décide. Ce que nous proposons à travers ce dispositif, c'est la possibilité à l'employeur public de faciliter ce processus de détachement qui existe d'ores et déjà. L'objectif est de faciliter, mais aussi de sécuriser. On retrouve là le binôme libérer, mais aussi protéger. Protéger comment? 3 dispositifs très importants, me semble-t-il, pour accompagner les agents publics concernés par cette possibilité de détachement d'office. Un salaire équivalent, au moins à celui qu'on avait dans le public, et au moins équivalent, c'est la disposition intégrée par Liberté et Territoire en commission, au moins équivalent
à une situation professionnelle dans le privé pour que les salaires soient équivalents, évidemment. Deuxièmement, l'avancement de carrière. Dans les détachements actuels, qui sont d'ores et déjà possibles dans la loi que nous connaissons actuellement, le fonctionnaire qui était détaché ne voyait pas sa carrière publique avancer. Grâce à ce texte, demain, un agent détaché d'office peut voir sa carrière continuer. Et si pendant 10 ans, il va faire l'objet d'un détachement d'office, eh bien à son retour, 10 ans après, sa carrière aura évolué et il retrouvera un niveau évidemment porteur d'avenir pour sa carrière publique. Et troisième élément d'avancement, à mon sens, et qui protège les agents, c'est évidemment la réintégration de plein droit à la fin du dispositif, cela va de soi, mais aussi en cas de licenciement. Ce qui veut dire que cette disposition d'office accompagne les décideurs publics à leur externalisation, qui sont des choix politiques que l'on peut juger, bien évidemment, bons ou mauvais, mais qui permettent surtout de protéger les agents dans ces circonstances. Et c'est ainsi que je crois que ce dispositif est très équilibré. Et concernant évidemment l'enjeu des CTS dont nous avons largement débattu hier soir, la ministre des Sports a apporté une explication très claire, à savoir le double engagement à la fois de ne pas appliquer la disposition de détachement d'office au CTS et de lancer une concertation dont le bilan sera tiré en octobre, puisque j'ai entendu comme vous son engagement sur ces bancs. Et je crois aussi, dernier élément qui peut permettre de conforter ce dispositif, c'est que, comme tout élément de dialogue social qui va venir porter modification de l'organisation des services administratifs, cela fera l'objet aussi d'une discussion en comité social. Et je crois qu'à ce moment-là, les choses pourront évidemment être préparées, discutées. Et on le sait, lorsqu'une délégation de service public, par exemple, est portée dans une collectivité, eh bien le périmètre de l'équipe et discuter, envisager et dialoguer avec les agents. Nous l'avons tous vécu lorsque nous avons une expérience dans les collectivités territoriales. Et sur ce point, enfin, sachez que ce dispositif de détachement d'office est particulièrement attendu dans les collectivités territoriales pour que les élus, les exécutifs, en leur âme et conscience, en leur responsabilité, décident ou non de procéder à des externalisations. C'est donc un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements de suppression. Dans cette vidéo, Madame la rapporteure nous vante les bienfaits d'une délégation avec obligation pour le fonctionnaire de partir sur cette DSP. Et vous remarquerez qu'elle parle de périmètre de l'équipe. Alors, périmètre de l'équipe, et elle dit que ça va être discuté au comité social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le maire va faire une délégation de service public, avec les agents qui n'auront pas le choix que d'y aller, on peut se poser la question, est-ce que celui-ci peut mettre un périmètre en disant bah, mes agents, le seul périmètre que j'autorise, c'est sur ma ville. Mais j'imagine mal un prestataire qui a une délégation, qui aurait besoin de quelqu'un à 5 ou 6 km ou à 10 km, dire bah, madame, demain vous embauchez à tel endroit et pas sur le site où vous êtes actuellement. Donc on nous dit que ça va être discuté au comité social, mais j'imagine très mal quelqu'un s'opposer, je ne vois pas le maire imposer un périmètre à un prestataire privé qui reprend l'ensemble du personnel. J'y crois pas un seul instant. Donc voilà pourquoi cet article 28 est vraiment très néfaste pour nous. En plus. Nous allons procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'article 28. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 107, exprimé 102, majorité 52 pour 57 contre 45. L'Assemblée nationale a adopté l'article 28. Donc nous avons assisté au vote de l'article 28. Donc les pour étaient 57, les contre 45, soit un écart de 12 voix, ce qui n'est pas énorme. Donc je pense qu'à surveiller au niveau du Sénat l'évolution de cet article 28 avec la disponibilité d'office des fonctionnaires. Et j'attire votre attention quand même qu'il y avait 107 votants dans l'hémicycle. Je rappelle quand même qu'il y a 577 députés.
Donc je suis en droit, et nous sommes en droit, de nous poser des questions. Alors je ne dis pas que les 517 devraient être présents, mais au moins ceux qui nous sont les plus favorables auraient dû être présents en nombre plus important, parce que 12 voix d'écart, c'est vraiment pas très, c'est pas énorme. Donc voilà, c'est une observation supplémentaire et personnelle. Bonne journée à tous.